L'accompagnement de la personne polyhandicapée dans sa spécificité, recommandations de bonnes pratiques. Synthèse proposée par l'UGCAM Aquitaine. Qu'est-ce que le polyhandicap ? La personne polyhandicapée présente une atteinte cérébrale précoce sur le cerveau en développement, ayant pour conséquence de graves perturbations multiples et évolutives, comme une déficience intellectuelle profonde, des troubles sensoriels, hypo- ou hypersensibilité, de l'épilepsie souvent résistante, une déficience motrice grave, paralysie, atteinte neuromusculaire, déformation osseuse et articulaire, une altération des capacités de communication, de relation et de régulation émotionnelle et d'autres pathologies, urinaires, digestives ou encore respiratoires. Ces graves perturbations se traduisent par une limitation majeure de l'autonomie et une extrême vulnérabilité physique, psychique et sociale. Il apparaît que les personnes ont des potentialités à développer dès lors qu'elles ont accès à des stimulations et des situations d'apprentissage appropriées, variées et suffisantes en quantité, ainsi qu'un environnement favorable. Les pratiques et les postures professionnelles à l'égard de la personne polyhandicapée sont à ce titre déterminantes pour son développement global, tout comme le soutien de sa famille et le lien affectif avec elle. Pour maximiser les chances de développement, ces interventions de qualité doivent être précoces et suivies tout le long de la vie. La Haute Autorité de Santé énumère 6 recommandations. La personne polyhandicapée, actrice et citoyenne. Les dimensions fonctionnelles. La santé. La vie quotidienne. Les transitions et la fin de vie. Les professionnels et la famille. Recommandation 1. La personne polyhandicapée, actrice et citoyenne. Le développement de la communication des habiletés sociales de la personne polyhandicapée est un facteur essentiel dans le processus visant à considérer la personne polyhandicapée comme une personne en capacité de s'exprimer, de décider et d'agir. Afin de favoriser l'expression et le pouvoir d'agir de la personne polyhandicapée, il faut l'informer de ses droits, développer des moyens de communication adaptés, identifier et être à l'écoute de ses préférences, refus, choix, avis et attentes. Le projet personnalisé, qui définit les grands axes de l'accompagnement médico-social spécifiquement adapté à chaque personne polyhandicapée, doit prendre appui sur le projet de vie de la personne, ses préférences, ses souhaits, ses attentes, doit tenir compte de ses caractéristiques personnelles, comme les étapes de développement, ses besoins, ses potentialités, son état de santé, ainsi que ses caractéristiques environnementales, comme le contexte familial et le cadre de vie. Le projet personnalisé doit enfin contenir les divers volets relatifs aux différents domaines de vie et aux dimensions d'intervention détaillées au fil de ces recommandations, par exemple la communication, l'apprentissage ou encore la santé. Recommandation 2. Les dimensions fonctionnelles. Le développement et la place de la personne polyhandicapée reposent sur des évaluations fonctionnelles. Ces dernières permettent d'identifier les habiletés existantes sur lesquelles s'appuyer et de mettre en œuvre de façon précoce des stimulations, apprentissages et aménagements de l'environnement qui sont susceptibles de mobiliser de nouvelles compétences et d'améliorer la qualité de vie de la personne. Les principes communs aux évaluations fonctionnelles sont les suivants. Réunir les meilleures conditions pour l'évaluation en fonction de l'environnement et des temps de vigilance de la personne et maintenir l'échange avec les proches, notamment grâce aux observations croisées. La communication et les habiletés de la personne polyhandicapée sont des points clés. Il s'agit d'être attentif aux modalités d'expression, aux signes d'interaction, aux stimuli préférés et aux centres d'intérêt, de favoriser les interactions sociales et de communication ainsi que les contacts entre les pairs, et de développer le projet individuel de communication. Ce projet individuel de communication est à mettre en place depuis la petite enfance, à utiliser de manière soutenue et répétitive. Il doit être adapté aux spécificités de la personne, se référer aux dispositifs de communication améliorés alternatifs, et il faut s'assurer de la continuité d'utilisation des moyens de communication de tous les intervenants. Concernant la cognition et les apprentissages, il est important d'établir le profil cognitif de la personne, de définir des objectifs concrets et hiérarchisés d'activité et d'apprentissage à organiser de manière régulière, structurée, séquencée et à durée déterminée, de s'assurer que les activités sont stimulantes, signifiantes et intéressantes, de rassembler des conditions environnementales favorables aux apprentissages, de proposer des apprentissages individuels et en groupe, de recourir si nécessaire à toute la gamme technologique récente et enfin de valoriser les efforts et le progrès pour renforcer sa motivation. Pour accompagner la personne polyhandicapée dans sa scolarité,
Il faut veiller à intégrer la scolarisation au projet personnalisé, s'assurer de la continuité des moyens de communication de tous les interlocuteurs et favoriser les activités périscolaires et les interactions avec les autres élèves. Pour développer et préserver la sensorialité et la motricité de la personne polyhandicapée, il est essentiel de mettre en place des protocoles tenant compte du profil sensoriel et moteur de la personne pour les activités quotidiennes, par exemple être attentif à l'hypersensibilité auditive, tactile et à la luminosité. Il faut également prévenir et anticiper les déformations ostéo-articulaires et proposer les installations les plus adaptées pour favoriser le développement des activités et les interactions sociales. Enfin, alterner des moments de stimulation sensorielle avec des temps de liberté motrice adaptés et des moments de calme. Recommandation 3. La santé. L'état de santé de la personne polyhandicapée nécessite une prise en charge médicale globale, multidisciplinaire, coordonnée, cohérente et mobilise l'expertise de la famille qui assure souvent la coordination du parcours de soins. Les mesures préventives que sont les bilans médicaux et la réévaluation des traitements sont également essentielles pour gérer l'évolution du polyhandicap et des pathologies qui y sont associées. Un volet santé à visée préventive et curative doit être intégré au projet personnalisé. Il faut repérer les besoins en soins somatiques et santé mentale, faire des bilans adaptés et personnaliser les activités en fonction des besoins spécifiques de soins. Premièrement, pour gérer la douleur de la personne polyhandicapée, il est nécessaire d'être constamment attentif aux changements de comportement et à l'expression de la douleur, notamment lors de périodes spécifiques comme la puberté, en post-opération ou si changement de traitement. Utiliser une échelle d'évaluation de la douleur adaptée à sa situation et son type de douleur, d'avoir connaissance des alternatives non médicamenteuses pouvant être utilisées, de prévenir la douleur par des aménagements de l'environnement et des gestes adaptés, et si l'on remarque un changement de comportement récent, il faut réaliser en première intention un examen somatique. Ensuite, des événements douloureux, y compris familiaux, des problèmes somatiques ou encore des modalités d'accompagnement inadaptées peuvent générer des comportements problèmes, appelés aussi comportements défis ou comportements perturbateurs. Les personnes polyhandicapées sont particulièrement exposées à ces différents facteurs de risque, d'autant que l'expression de la douleur peut être inexistante ou difficile à interpréter et être ainsi sous-estimée. L'identification des causes des comportements problèmes et un plan d'intervention personnalisé sont donc essentiels pour diminuer l'apparition de ces comportements et permettre à la personne polyhandicapée d'avoir une meilleure qualité de vie. Concernant les traitements de la personne polyhandicapée, il faut informer le médecin des traitements en cours, des antécédents médicaux familiaux, des difficultés de prise médicamenteuse et des réactions antérieures à un traitement similaire. Il faut aussi évaluer les traitements, le rapport bénéfice-risque et l'évolution des pathologies, ainsi que les adapter si besoin. Il faut s'assurer de la traçabilité et du suivi du traitement dans le volet santé du projet personnalisé et enfin, accompagner la famille. Enfin, dans le cadre du recours aux services et établissements de santé, il est fondamental d'assurer la coordination du parcours de soins en proposant à la famille la désignation d'un référent de parcours, en rédigeant des protocoles de soins préétablis, comme en cas de crise d'épilepsie, en prenant en compte les spécificités de chaque personne polyhandicapée, en actualisant le carnet de santé, le dossier médical partagé, le document de liaison d'urgence et la fiche de liaison en cas d'hospitalisation. S'assurer que tous ces documents suivent à tout moment la personne polyhandicapée. Au préalable, il s'agit d'identifier les dispositifs de consultation dédiés aux personnes handicapées sur le territoire, de développer la coopération avec l'hôpital et s'assurer de l'accompagnement de la personne par quelqu'un qu'elle connaît bien et qui soit capable de délivrer les informations sur ses besoins, de désigner un référent de parcours et définir les protocoles de soins préétablis en fonction de ses spécificités. Ensuite, il faut s'assurer de la continuité des soins et utiliser et actualiser le DLU, le DMP, le carnet de santé et le document de liaison avec les infos détaillées sur les besoins de la personne en cas d'hospitalisation. Recommandation 4. La vie quotidienne. Si la vulnérabilité de la personne polyhandicapée implique une attention particulière aux conditions de sécurité et de confort, toutes les activités sont susceptibles d'offrir des opportunités d'interaction sociale et de communication, de stimulation cognitive et sensorielle. Ainsi, les actes essentiels comme les loisirs ou encore les aménagements de son cadre de vie peuvent contribuer à l'aider à mieux comprendre le monde qui l'entoure et à y participer de façon active. Les actes essentiels autour d'une personne polyhandicapée sont les suivants: créer un lien de confiance, respecter le rythme de vie de la personne, définir les conditions adéquates de son installation physique, mettre en place des repères structurants dans les activités,
Et enfin, accompagner les différents moments du quotidien, comme par exemple les repas, avec la prévention des fausses routes, le plaisir de manger et l'exploration des nouvelles sensations, ou encore la toilette, l'échange et l'habillage, avec l'hygiène bucco-dentaire, le respect de la pudeur et les moments de temps agréables, et enfin le sommeil, avec les routines et la bonne hygiène de sommeil. Concernant la culture, le sport, les loisirs et les vacances, il est important de préparer l'événement, rencontrer et sensibiliser les professionnels, évaluer les conditions organisationnelles, matérielles et humaines, proposer une palette d'activités sportives, culturelles et de loisirs et favoriser les interactions. Enfin, il faut inscrire ces activités dans le projet personnel et s'assurer qu'elles fassent partie de son cadre de vie au moins quelques jours par an. Au domicile et dans la structure, il est nécessaire de créer un environnement rassurant pour la personne en fonction de ses spécificités, de respecter sa vie privée et de valoriser les rencontres ou encore les événements. Recommandation 5. Les transitions et la fin de vie. Les besoins et attentes de la personne polyhandicapée évoluent tout au long de sa vie. À tout âge, la personne polyhandicapée peut être confrontée à des aggravations de son état de santé, nécessitant des soins palliatifs et un accompagnement à la fin de vie. Son parcours de vie peut être ainsi marqué par des ruptures et des changements de lieu et de professionnels. Ces transitions sont des étapes du parcours de vie nécessitant une attention spécifique. Au cours des transitions liées à l'âge, comme la période de la puberté ou le vieillissement, il faut veiller à réactualiser les bilans médicaux et évaluations fonctionnelles, à adapter les thématiques et les supports d'activité ainsi que le cadre de vie, à accompagner l'évolution de la présentation de soi, particulièrement à l'adolescence. Il est bénéfique de proposer aux familles des échanges sur les répercussions liées à l'avancée de l'âge sur les sujets comme la sexualité et la vieillesse, mais également de prendre en compte l'avancée de l'âge des familles. Si les transitions surviennent dans le parcours d'accompagnement, il est primordial de réactualiser les bilans médicaux et évaluations fonctionnelles, de définir avec la personne et sa famille son orientation et les dispositifs envisagés en fonction des solutions multimodales existantes sur le territoire, de préparer un dossier de transition avec les informations indispensables actualisées ainsi qu'un plan de transition, d'évaluer l'impact de la transition pendant et après, d'assurer la continuité de l'utilisation des moyens de communication et de définir une double référence, un référent dans la structure d'amont et un référent dans la structure d'aval ou dans la famille si retour en famille. Accompagner la personne polyhandicapée vers la fin de vie, c'est appliquer le protocole de fin de vie, être à l'écoute des émotions et attentif aux besoins de la personne comme de ses proches, et enfin informer les proches de l'évolution de la situation, les accompagner et les soutenir. Recommandation 6. Les professionnels et la famille. La mise en place d'un accompagnement de qualité de la personne polyhandicapée nécessite un croisement, une articulation et une valorisation des différentes expertises, celle de la personne polyhandicapée ainsi que celle de la famille et des professionnels. Dans notre structure, il faut pour cela définir des axes stratégiques de réflexion et d'action, mettre en place une articulation et une coopération interne, mener une réflexion collective, encourager et valoriser les initiatives professionnelles et veiller à une formation continue régulière des professionnels sur le polyhandicap. Ensuite, il faut associer les familles à certaines formations et permettre une analyse croisée de l'entourage et des professionnels pour l'élaboration du projet personnalisé. Du côté des familles, il faut veiller à prendre en compte la situation singulière de chaque famille, communiquer et partager les informations, proposer des temps de partage avec les professionnels et des rencontres avec d'autres familles, et enfin, identifier leurs besoins de soutien et les orienter vers les acteurs pouvant les accompagner.